Et je suis sûr que vous allez prêter une oreille attentive, et même plus que ça, au parcours assez incroyable d'Arnaud Poissonnier, qui va nous rejoindre dans un instant. Très inspirant, je crois. C'est notre deuxième conférencier. Il est passé de la gestion de fortune au prêt solidaire. On va d'abord s'intéresser à sa vie. Je vous demande évidemment de l'applaudir pendant qu'il arrive sur ce plateau. Soyez le bienvenu, Arnaud. On vous voit d'ailleurs arriver, pas les mains vides du tout. Il y a un livre dont on parlera dans un instant, qui est très intéressant, qui n'est pas encore sorti. Je suis sûr que vous allez pouvoir nous le commenter. Dans un premier temps, on va s'intéresser à votre parcours. Il est incroyable, ce parcours. Je laisse Philippe d'ailleurs le commenter avec, je crois, une forme d'admiration. Bah oui, tout à fait, parce que vous êtes finalement un banquier privé qui a fait sa métamorphose. Vous avez démarré dans des sociétés qu'on connaît bien, avec des gens qu'on connaît bien. On parlait de Philippe Chevrier tout à l'heure, avec qui vous avez travaillé. Et puis finalement, de fil en aiguille, l'histoire, votre attachement à la banque ou à la finance est diletté, on peut parler ça comme ça ? Vous avez tenté, vous avez remis quand même le couvert sur un family office avant de vous dire que c'est bon, c'est pas là que je trouve ma voie. Et vous êtes parti sur le prêt solidaire. C'est un peu ça. D'abord, merci pour votre invitation. C'est sympa comme tout d'être là et de revenir un petit peu dans en arrière. Évidemment, ça vous rappelle une époque, bien sûr. Je connais bien. Vous connaissez bien les CGP. En fait, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, je voulais être prêtre, je voulais éradiquer la pauvreté. Enfin, j'ai des petites choses dans ma tête qui trottaient. Et puis, j'ai pas fait du tout ça parce que j'ai fait des études de droit et j'ai fait 12 ans de banque de gestion de fortune. Je travaillais chez Merrill Lynch, chez Neuflis OBC, enfin des boutiques comme ça. Et il y a un concours de circonstances qui a fait tout exploser. En fait, c'est en 2004, c'est le fameux tsunami, où à l'époque, toutes les entreprises, y compris des banques, collectent de l'argent pour les ONG. Vous vous souvenez de cette catastrophe incroyable au moment des fêtes de fin d'année. Bien sûr. Et là, moi, j'étais chez OBC, donc on était groupe ABN AMRO, et on collecte de l'argent qu'on donne à Acted, cette grande ONG française. Et puis Acted nous dit, génial, mais vous êtes banquier, nous on a des activités de microcrédit dans nos programmes, faisons un mécénat de compétences pour que vous, financiers, banquiers, vous nous aidiez à réfléchir sur le développement de nos activités de microcrédit. Et en fait, je me retrouve embarqué, mais un peu par hasard, donc dans cette réflexion avec Acted sur comment les aider à développer leur programme de microcrédit. Ça a été fondamental, le microcrédit, après, pour que les pays qui ont été touchés se relèvent. Absolument. Et là, je tombe par hasard dans le microcrédit. Et je raconte tout le temps cette anecdote, mais je tombe sur Madame Karimov au fin fond du Tadjikistan. Donc, c'est mon premier voyage, entre guillemets, initiatique, où Madame Karimov, à qui on prête $350 et qui fait vivre toute sa famille grâce à son petit business, me reçoit avec des sourires jusqu'aux oreilles, mais elle me remerciait toutes les 3 minutes du microcrédit qu'on lui accordait, tellement ça avait d'importance pour elle. Et là, je me suis dit, merde, en 12 ans de carrière de banque de gestion de fortune, j'ai l'impression que jamais un de mes clients m'a remercié. Peut-être que j'étais très mauvais, c'est probable d'ailleurs, et là, j'ai quelqu'un qui me fait comprendre la valeur de $350. Et là, j'ai basculé. Donc j'ai quitté, alors j'en avais un peu marre de la banque, j'ai quitté la banque, j'ai d'abord créé un family office parce que c'était mon expertise, mais surtout j'ai continué à m'intéresser au microcrédit. J'ai découvert la première plateforme de crowdfunding de microcrédit aux États-Unis qui s'appelle Kiva. Et quand j'ai découvert Kiva, j'ai dit à Acted... Il y a un Mohamed Younous aussi qui avait créé ce microcrédit, qui avait été révolutionnaire aussi. On connaît bien le professeur, d'ailleurs il a dédicacé le livre que j'ai sorti, et il était indirectement actionnaire du social business de l'entreprise sociale qu'on a lancée, Babylone, qui était la première plateforme de crowdfunding dédiée au microcrédit, première plateforme en Europe, et donc qui a été structurée, qu'on a structurée comme ce qu'on appelle un social business, une entreprise sociale, et dont la vocation était, dans une forme de finance très innovante, de créer une plateforme Internet qui permet toujours, on vient de vendre nos activités, mais qui permettait aux internautes de venir en ligne, de découvrir des petits entrepreneurs dans les pays en développement, dans les bidonvilles, dans les campagnes très, très, très éloignées des pays du Sud, de prêter de l'argent. Donc c'est de la finance, je prête de l'argent, je vais être remboursé, mais mon argent va totalement servir au financement d'un tout petit entrepreneur qui, grâce à ce petit crédit, va se sortir de la pauvreté. Alors je fais un tout petit parenthèse, je me souviens aussi très bien du tsunami. Et à l'époque, on avait, avec un de nos partenaires de La Réunion, les Koicha, qui a des origines indiennes, on avait acheté des bateaux. On a acheté des bateaux de pêche, enfin on avait financé des bateaux de pêche, on avait eu les photos des bateaux, qui étaient très jolies d'ailleurs. Oui, mais on est dans l'esprit les emmener à retourner à la pêche. On est en train de poser une question
tous ceux qui nous regardent, crowdfunding et finance pour tous. Est-ce que vous y croyez? Ça va vous faire plaisir, parce que pour l'instant, c'est le début du vote. Soviétique, hein, comme... 96%, oui, on se croirait quasiment en Corée du Nord. On est à 99%, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand vous avez commencé, vous, quand vous avez fait cette cette métamorphose pour changer le monde, et c'est extrêmement noble de votre part, j'imagine qu'il n'y avait peut-être pas, il y a une petite vingtaine d'années, autant de gens convaincus. Ça, c'est clair. Ouais. Ça bouge pas encore assez vite. Hein. Après, on peut en parler parce que Bien sûr. Je risque de refroidir un peu l'ambiance, mais c'est vrai qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose. Ça ne bougeait pas du tout. Moi, je me souviens, dans les premières années de Babylone, je m'étais amusé à rêver de pouvoir aller voir les banques de gestion de fortune à Paris, sans les citer, vous les connaissez, et de dire on va nouer un partenariat de manière à ce que les banquiers privés puissent, dans un coin des portefeuilles, part de gestion d'actifs, puissent mettre 0,5 ou 1% de ce fameux prêt solidaire qu'on avait créé sur la plateforme Babylone. Alors certes, ça ne rapportait pas d'intérêt, Babylone était du prêt philanthropique, mais je me dis, dans un coin, mettre 0,5% de lignes de prêt vers des petits projets dans les pays du Sud, hyper efficaces socialement, qui vont être remboursés, parce qu'en 15 ans, on a eu 95% de remboursement, donc vraiment risque assez faible au final. J'étais un peu naïf, mais les banques me regardaient avec des grands yeux en me disant « Ah ouais, mais non, oui, mais c'est quoi votre truc ?» Et on n'a jamais réussi à diffuser dans des banques. Quand je vois aujourd'hui les discussions qu'on peut avoir avec les banques, clairement, il y a une évolution des mentalités et on a des établissements, les CGP c'est pareil, hein, mais qui sont plus enclins, qui sont beaucoup plus ouverts à ce type de placement. On pourra en parler plus en détail après. Oui, parce que je pense que même globalement, un épargnant, parce que derrière la banque, il y a un client, un épargnant. Le client, vous lui dites sur les, je sais pas moi, les 1 million d'euros, parce que les banques de fortune ont 1 million d'euros, vous en mettez 1000 qui sont déduits de votre prime pour des prêts solidaires. Je pense que beaucoup de clients le feraient sans aucun. Et vous avez Madame Karimov au bout, parce que c'est aussi important. Surtout, on est sur de l'efficacité totale. Ouais. Moi, j'ai appelé ça la finance du sourire, parce que quand vous financez ces gens-là, derrière, vous avez une petite famille qui est très heureuse de pouvoir développer ce petit business et vivre, tout simplement. Donc, mais oui, évidemment, il y a Madame Karimov au bout de la chaîne. Alors, on vous sent habité, on vous sent justement heureux, hein, j'ai l'impression, d'avoir fait cette métamorphose. Et pourtant, vous êtes un pessimiste souriant. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure, je vais refroidir l'ambiance. C'est pas ça. Vous allez nous faire réfléchir autrement. Votre constat, il est relativement amer. Oui, il est dur. Alors, c'est pas parce qu'on a une vision dure des choses qu'il ne faut pas faire. Hein. Naturellement. Et vous continuez à faire, d'ailleurs. Oui, vous ne vous découragez pas. Non, non, surtout pas. Mais je suis arrivé tout à l'heure à 9h, donc j'écoutais les débats sur l'ISR, le et tout, qui sont absolument passionnants. Et franchement, j'ai trouvé vos intervenants absolument remarquables. Le S, d'ailleurs, n'est pas très représenté dans les gestions. Ça, c'est un grand sujet. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le E est très, très omniprésent, le G aussi, mais un peu moins. Mais le S, alors que dans l'équilibre, on a vraiment... Moi, je le vois, qui suis dans le microcrédit dans les pays en développement, où on voit l'impact social des dérèglements climatiques et planétaires, et effectivement, le S, on ne le voit pas beaucoup. Parce que quelque part, même pour une société de gestion, mettre X, 1 centime, 2 centimes, 3 centimes de ses frais de gestion sur quelqu'un qui développe le microcrédit, donc là, on est vraiment dans la culture du S, c'est quelque chose qui est possible. Oui, après, la France, la réglementation française n'autorise pas des fonds de microfinance purs et durs, par exemple, ce qui est un scandale. Mais voilà, après, on peut en parler pendant des heures. Ouais. Mais quand j'écoutais les débats tout à l'heure, ça m'a fait penser, oui, l'ESG, l'ISR, etc., est fondamentale, elle avance, elle a de l'impact, etc. On est d'accord, mais ça m'a fait penser à ce qui se passe dans l'automobile, en fait. Dans l'automobile, depuis 10 ans, depuis 10 ou 15 ans, les efforts qui ont été faits par les constructeurs pour fabriquer des moteurs moins polluants a été totalement compensé négativement par l'envolée des ventes de SUV. Et donc, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il y a un phénomène de surconsommation de produits qui ponctionnent des ressources planétaires qui compense négativement les efforts qui sont faits. Et l'ISR, ça me fait penser à ça, en fait. Malheureusement, hein, je suis désolé de... Mais on est dans une logique, et ça, c'est ce que j'ai découvert, moi, c'est ma révélation avec Babylone, on est dans une situation où il y a une accélération des ponctions des ressources terrestres. C'est pas seulement le réchauffement climatique, et qui est catastrophique, et qui fait que si on n'arrête pas ça en urgence, on va dans le mur, quoi qu'il arrive. Quoi qu'on fasse comme réforme sur les énergies renouvelables, quoi qu'on fasse comme effort sur la diffusion de produits un peu plus sains, etc. Et tout ça va très très vite. Et moi, je l'ai constaté, il y a un auteur que j'adore, hein, j'aime à le citer, c'est Jacques Blamont.
Jacques Blamont, il y a 20 ans, on ne parlait pas du tout de tout ça, on ne parlait pas de collapsologie, etc. Jacques Blamont, il y a 20 ans, il est mort pendant la Covid, nous disait, c'est un grand scientifique français, il nous disait, mais en fait, on ne va pas être 10 milliards d'habitants. À horizon 2050, on ne va pas être 10 milliards d'habitants, on va être 15 milliards d'habitants. Alors quand je dis ça, tout le monde dit, bah non, les démographes... Les projections sont à 10. On est d'accord, ça ne tient pas la route une demi-seconde intellectuellement. Sauf que Jacques Blamont disait un truc que je n'entends moi quasiment jamais, et que moi j'ai constaté dans les bidonvilles, c'est qu'en fait, si vous calquez la courbe de croissance démographique avec la courbe d'enrichissement des ménages, en 2050, en équivalent consommation, parce que plus vous enrichissez les ménages, plus ils consomment. Et moi, je l'ai bien vu dans les bidonvilles, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et ben, plus vous enrichissez les ménages, plus ils consomment, et plus vous détruisez la planète. Et en fait, son calcul, qui était tout bête, disait, avec la courbe de croissance d'enrichissement des ménages, qui est de 2% par an, calquée à la courbe d'augmentation démographique, qui est de 1% par an, 80 millions de nouveaux habitants sur la planète toutes les ans, et ben, en 2050, en équivalent consommation, on est 15 milliards. Et ça, la planète ne sait pas faire. Oui, c'est notre modèle aujourd'hui qui dit qu'on a un problème, on consomme des matières premières pour résoudre le problème. Et que ces ressources sont limitées dans le temps et que si on est plus à avoir entre guillemets de problèmes, on est dans une logique il faut consommer plus de on est dans une logique de, moi j'aime bien cette image de termite en fait. Alors, en fait, on n'est pas CGP tous, on est tous des termites. C'est-à-dire qu'on est sur une branche, on la grignote, ou sur une poutre de maison, on la grignote, et puis à un moment, la poutre s'effondre. C'est ça qui est en train de se passer. Mais je vais être un peu provoque, pardon, dans ma question. Vous luttez justement pour des microcrédits, pour sauver des familles de la misère, donc pour les enrichir, dans le fond. Mais absolument. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même en train de scier la branche, en tout cas environnementale, sur laquelle l'humanité est assise? Puisque si vous enrichissez ces gens, ils vont être de plus en plus nombreux, ils vont consommer. Et en effet, on sait que la consommation dans les pays du Sud, dès qu'elle démarre, elle est extrêmement forte et elle peut être polluante. Ouais. Est-ce que dans le fond, c'est pas... Mais je suis content que vous... C'est ce que j'ai osé écrire là-dedans, c'est que moi, dans le microcrédit, quelque part, intellectuellement, j'étais dans ce paradoxe de me dire que plus j'enrichis, tout est relatif, hein. On est dans les bidonvilles, l'enrichissement... Bon, mais on parle de $350 qui permettent de générer un petit revenu et de vivre ou de survivre. Mais effectivement, quelque part, quand on interroge toutes ces femmes bénéficiaires de microcrédit, hein, puisque 80% des bénéficiaires de microcrédit dans le monde sont des femmes, et quand vous lui dites, mais à quoi vont servir les revenus générés par votre petite activité permise par le microcrédit, ces femmes vous disent, petit 1, mettre les enfants à l'école, hein, c'est le rêve de toutes les femmes, les mamans, c'est de sortir les enfants du bidonville. 2, bien sûr. 2, c'est la santé, parce qu'ils manquent des dents, enfin, ils sont dans des mauvais états. Et 3, accéder au confort de la vie moderne. Et je peux vous dire que ça, moi, c'est 15 ans de mon expérience dans les pays en développement, c'est que dans ces zones-là, ils n'en ont rien à foutre de l'écologie. Ils n'aspirent qu'à une chose. En plus, ils sont de plus en plus connectés avec les smartphones, parce que tous les GAFA essayent de les équiper. Hein. Là, je reviens de 3 pays d'Asie, j'ai fait 6 semaines de vadrouille. Ils ont tous le smartphone avec le compte Messenger Facebook. Et donc, ils ont un accès à l'information de la société de consommation qui les aspire. Et donc, ils ne rêvent que de ça. Et ils n'en ont rien à secouer des problématiques écologiques. Pour vous, on va dans le mur, inexorablement. Du coup, on sera peut-être 15 milliards, effectivement. On va probablement être 15 milliards, et ça, la planète ne sait pas faire. Donc, comment on réagit face à ça? C'est ça. Donc, est-ce qu'on va dans le mur ou pas? C'est un sujet. Mais en tout cas, si on ne réagit pas extrêmement vite et extrêmement violemment, les conséquences vont être dramatiques pour nous. Et si on ne réagit pas de manière volontariste, il est probable que la planète va nous imposer quelque chose qui ne va pas être agréable à vivre. Hein, on a vu avec la Covid ce qui s'est passé. La planète nous a imposé un truc parce qu'on a trop touché probablement peut-être à la biodiversité. Est-ce que dans les 20 ans qui viennent, on ne va pas avoir une multiplication de ces choses-là qui fait que la planète va nous imposer de la décroissance, de plein de choses qu'on n'a pas envie de vivre? Donc, ces épidémies sont une multiplicité des interactions entre les hommes. Si on est plus nombreux, forcément, il y a plus d'interactions. Et avec le monde animal, qui est de plus en plus proche de nous, et voire qu'on encercle, en fait, quelque part. Il y a un doublement... Donc il y a un risque fort. Mais de plus en plus fort. Il y a un doublement du nombre de nouvelles pandémies depuis 40 ans versus les 50 années avant, les années 60-70. Donc qu'est-ce qu'on fait, du coup? Vous apprêtiez à dire quelles sont les solutions. Vous avez notamment une idée que je trouve originale sur, vous appelez de vos voeux, en tout cas, une COP des religions. En fait, l'histoire de la COP des religions, ça part d'une idée qui n'est pas agréable à entendre. Hein, c'est que probablement, on va être obligé à une forme de décroissance.
Alors, Démographique, vous voulez dire, non, ou économique non, on ne va pas empêcher aux gens de naître et de faire des enfants, enfin, etc. Moi, je vois tous les jeunes, il y a toute une génération de jeunes qui ne veulent plus faire d'enfants. Oui. Mais vous avez des jeunes qui sont éduqués, qui ont des diplômes, etc., qui sont prêts à sacrifier la maternité, ou des femmes qui sont prêtes à sacrifier la maternité. C'est en Occident, c'est limité. souvent très limité. Oui, mais c'est un phénomène qui arrive quand même. Je dis non, on ne peut pas se permettre de pousser une femme à sacrifier la maternité. Enfin, c'est trop beau. Donc non. Donc la démographie, je pense que ça va être difficile de lutter sur. En revanche, ça nous impose, nous, à nous dire la planète est capable de produire une quantité de ressources limitées dans l'année. Vous savez, le fameux jour du dépassement où on vous dit au mois de juillet, on a bouffé tout ce que, pardon, je suis un peu vulgaire, mais on a bouffé tout ce que la planète produit en une année. Ouais. Et donc je pense que ça, c'est un indicateur intéressant de se dire, si on est respectueux de la planète, notre mère nourricière, on se doit de respecter ce qu'elle est capable de nous offrir sur une année. Et donc on doit remettre le curseur du jour de dépassement au 31-12. Ça voudrait dire, si on est cohérent, c'est un raisonnement simple, ça voudrait dire qu'il faut qu'on réduise notre consommation de 50%. Et que là, on pourrait peut-être revenir à un équilibre acceptable pour la planète, notre mère nourricière. Et je pense que pour aller vers ça, donc je te fais le lien avec la COP des religions, je pense que c'est extrêmement difficile pour moi le premier, je suis premier coupable, mais de dire, c'est extrêmement difficile du jour au lendemain de se dire, je vais réduire ma consommation de 50%, ça change tous mes comportements de vie. Anthropologiquement, je suis fait pour protéger ma femme, mes enfants, j'ai besoin de ce confort. Croître. Oui, c'est anthropologique. Et donc, comment faire pour ça? Et le faire très vite. Et donc, l'un des sujets, c'est comment sensibiliser la population mondiale au fait qu'elle doit globalement changer ses comportements, probablement vers de la décroissance, ou en tout cas une consommation extrêmement vertueuse, mais on en est très loin. Et le meilleur porte-voix possible pour faire avancer ce message, effectivement, ce sont les religions. Et Europe Écologie Les Verts, qui fait 5% aux élections, ils ont 100 000 membres. Les religions du monde, elles ont 7 milliards d'adhérents. Et donc, si on veut aller vite, et donc c'est l'idée de dire pourquoi on n'organiserait pas une COP des religions, où on met toutes les religions autour de la table, en leur disant, si vous êtes d'accord avec ce postulat, qu'il faut que les comportements changent, vous êtes les mieux placés pour mettre dans le corpus de vos valeurs l'urgence absolue de changer tous nos comportements vis-à-vis de la planète. C'est vrai qu'à l'époque de Samuel Élie, au moment de la rédaction de la Torah, du Coran et de la Bible, il n'y avait pas cette notion d'écologie ou cette notion de respect de la planète. On était plutôt dans la sauvegarde de l'humanité en tant que telle, ou le développement de l'humanité. Cela étant, il y a quand même des religions où on peut faire le parallèle de dire que on n'a pas besoin on ne doit pas courir après la richesse, on doit vivre avec les simples choses qui sont. Le catholicisme, la Bible n'est pas du tout, elle est plutôt à pousser à la production, etc. Mais la philosophie bouddhiste est très intéressante, parce qu'elle est très ascétiste quelque part. Et donc, vous y croyez? Pardon, vous croyez que, je vais être caricatural, mais que le pape François puisse se transformer en Greta Thunberg comme ça, en se disant il faut qu'on préserve notre mère nourricière, comme vous le dites. Il a commencé à le faire, puisqu'il a écrit une encyclique pour la préservation de la planète. C'est vrai que c'était très nouveau, c'était assez timide malgré tout. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Donc il faut le signaler. Moi, je discutais avec le grand rabbin de France récemment, qui sur ce sujet, en disant mais pourquoi on ne réunirait pas toutes les religions sur ces sujets-là? Il me dit mais regardez, les catholiques, ils ont déjà commencé à le faire. Donc, mais après, c'est lent. Et puis moi, l'idée de la COP, c'est de se dire réunissons toutes les grandes religions et philosophies du monde pour qu'elles se mettent toutes billes en tête de mettre ça en ultra priorité. Et vous avez un écho favorable? Alors, j'ai à peine commencé, pour être honnête, mais j'ai commencé à interroger autour de moi, donc un évêque, etc., à droite, à gauche. Pour l'instant, le message est bien reçu. Ouais. Après, est-ce que ça ira jusqu'à faire une COP des religions? Il faut rester modeste. Je suis pas organisateur de la COP ou du Davos, mais... On les invitera ici, si vous voulez. Avec plaisir, avec grand plaisir. Mais voilà. Alors, on va vous laisser marquer une petite pause. Regardez le résultat du sondage, parce qu'on est passé d'un score nord-coréen à un score, je sais pas, de l'Albanie des années 80. Donc ça va, ça reste important, 87%. Crowdfunding et Finance pour tous, est-ce que vous y croyez? C'est largement majoritaire. Je suis sûr qu'une fois que vous serez revenu, dans une quinzaine ou une vingtaine de minutes, vous ferez encore monter ce chiffre, avec plaisir. On l'imagine, jusqu'à 100%. Puis on reparlera, on feuillettera votre livre aussi, Regard, qui est sur cette table. Merci Arnaud. Merci on vous laisse regagner, sous les applaudissements du public, bien sûr, la coulisse. On va parler
d'immobilier. Je suis sûr que ça vous intéressera malgré tout, parce que tout décroissant que vous êtes, l'immobilier, ça intéresse toujours tout le monde. Mais on fait d'abord une petite pause publicitaire. Merci. Alors, bien plus qu'une métamorphose, en 2023 pour Arca-Harem, ça sera l'année de son déploiement, l'année de son accélération, de sa consolidation, tant par la qualité de sa gamme que par ses équipes dédiées, notamment à nos partenaires. Par ailleurs, en 2023, ça sera également l'occasion pour Arca-Harem d'avoir une image européenne avec ses premiers investissements hors des frontières. Et enfin, c'est l'occasion pour Arkea de continuer à promouvoir ses expertises dans la continuité des exigences d'une entreprise à mission et comment, en accompagnant les transitions environnementales et sociétales au service des territoires et de leur avenir.